Cette première histoire sera l'histoire de Marie. Marie était une étudiante, elle vivait dans une petite ville, chez ses parents, et elle rencontrait un petit problème. Son ordinateur portable dont elle avait besoin pour ses études l'avait lâché. Donc elle a décidé de partir à la recherche d'un nouvel ordinateur qui est dans son budget, elle ne gagnait pas beaucoup d'argent, donc elle avait besoin de quelque chose d'efficace et de peu cher. Alors qu'elle parlait avec un de ses amis qui se trouvait chez elle, ils passaient ensemble une petite après-midi plutôt tranquille alors que les parents eux étaient au travail, on était en pleine journée. Marie elle avait déjà fini les cours, elle parlait de son problème d'ordinateur avec son ami. Et son ami lui a soufflé une idée. Il lui a proposé de regarder directement en ligne. Marie, elle, avait fait le tour de quelques magasins, mais même les ordinateurs d'occasion les moins chers étaient trop chers pour elle. Donc son ami lui a dit que peut-être la solution à son problème se trouvait non pas en ligne sur des sites de magasins, mais sur des sites qui proposent de la vente entre particuliers, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un professionnel. Elle parcourt quelques sites et encore une fois, le problème revient. Tous les ordinateurs portables qu'elle trouve sont trop chers. Et c'est là que l'ami va lui souffler une autre idée. Il va lui dire d'aller sur le réseau social Facebook, et si vous ne le savez pas, il y a sur ce réseau une sorte de petite place de marché, un endroit où les utilisateurs peuvent vendre leurs objets comme sur eBay ou sur d'autres sites de vente. Elle fait donc une petite recherche et là, bingo. Elle trouve quelqu'un qui vend un ordinateur portable en soi assez performant, car c'est un ordinateur considéré comme un ordinateur portable gaming qui est vraiment à un prix très bas. C'est un prix très bas, peut-être même trop bas, mais Marie ne fait pas nécessairement attention à ça. Il est possible que nous, en France, on remarque quelque chose qui est vraiment démesurément peu cher par rapport au prix du marché, on va se dire que c'est une arnaque ou quelque chose de la sorte. Marie, elle n'a pas cette réflexion-là, pour elle c'est une aubaine, donc elle dit à son ami de parler avec la personne qui vend le produit, pour en savoir plus. La conversation est très rapide. L'ami demande si l'ordinateur est toujours disponible à la vente, la personne qui vend l'ordinateur dit bien que oui, et qu'il peut même livrer le produit directement au domicile de Marie, et que pour ce faire, il a juste besoin de son adresse. C'est là que quelque chose qui, selon moi, est assez idiot se produit. Marie et son ami ne donnent pas l'adresse directement du domicile de Marie, ils donnent l'adresse du domicile du voisin. Comme ça, ils pourront voir qui est la personne qui se présente à eux. Si c'est une personne qui vient effectivement avec un ordinateur portable qui a l'air bien sous tout rapport, là ils vont dire bah excusez-nous, on a fait une erreur dans l'adresse, on s'est trompé de numéro, et ils sortiront. Mais si c'est quelqu'un avec des intentions peut-être malsaines, là ils seront en sécurité. Et le truc où je pense que cette initiative est quelque peu idiote, c'est qu'en ayant donné l'adresse du voisin, certes, eux, ils se préservent en se mettant en sécurité, mais si le voisin est là, ils peuvent le mettre en danger si jamais la personne qui vend l'ordinateur est une personne mal intentionnée. Pour le contexte, cette histoire se passe en Serbie. Je tiens à préciser, parce qu'il va se passer quelque chose d'assez fou. La personne qui vend l'ordinateur dit « merci pour l'adresse, j'arrive tout de suite ». Assez mal à l'aise par rapport à cette situation, Marie et son ami décident de prendre quelques mesures de sécurité, c'est-à-dire qu'ils verrouillent toutes les portes, ils s'assurent que toutes les fenêtres sont bien verrouillées, ils éteignent la télévision, les lumières s'il y en a. En gros, ils veulent donner l'impression que dans la maison, il n'y a personne. Ils se cachent au niveau de la fenêtre pour regarder l'extérieur. Et c'est au bout de 20 minutes qu'un van blanc se gare dans la rue du domicile de Marie. Un homme en sort, marche tranquillement vers la porte du domicile des voisins de Marie, parce que rappelez-vous, elle n'avait pas donné directement son adresse. Le voisin toque. L'homme toque à la porte d'abord tranquillement, et voyant que personne ne répond à son appel, il commence à crier « Ouvrez la porte !» Et au fur et à mesure du temps, cet homme va devenir de plus en plus énervé. Au début, il semblait assez calme, ensuite il crie « Ouvrez la porte !» Il commence à essayer de forcer la poignée, et l'étape finale de son énervement, c'est qu'il commence à mettre des coups de pied dans la porte pour la défoncer. Marie et son ami sont apeurés de voir ce comportement, ils se disent « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il aurait fait si jamais il avait fait ça à la porte de la maison où on se trouve ?» Et au bout d'un moment, la porte de la maison du voisin cède. L'homme rentre donc dans la maison et au bout de quelques minutes, il en ressort. Sauf qu'il en ressort avec quelque chose dans les mains. Marie a d'abord du mal à voir ce que c'est, mais elle y arrive finalement. Elle remarque que l'homme a dans sa main droite une arme à feu. L'homme est ensuite d'une manière précipitée retourné dans son van
et il est parti. Elle n'a pas eu de nouveau un contact avec cet homme, il ne lui a pas reparlé sur le réseau social Facebook, sur la conversation qu'ils avaient eue par rapport à l'ordinateur, elle n'en a plus jamais entendu parler. Elle était évidemment très apeurée de ce qu'elle avait vécu, mais en tout cas, elle n'a plus jamais eu affaire à cet homme de sa vie ensuite. C'est là que son témoignage se termine, et il se trouve que ce témoignage sur Reddit est un petit peu controversé. Certaines personnes pensent que ce témoignage est faux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'effectivement il est faux? Ça, je ne le sais pas. Je préfère vous le présenter comme vrai, mais il est vrai qu'on peut remettre en cause la véracité de la chose parce que ça peut sembler assez gros. Comme je l'ai dit, ça se passe en Serbie. Je ne sais pas du tout comment peut se trouver la vie là-bas, dans certains quartiers de certaines villes et tout. Donc je préfère me dire que c'est vrai. Ça, on va pas remettre en cause la parole de la personne. On va partir déjà de ce postulat-là parce que c'est assez important pour l'autre chose que j'ai à dire concernant cette histoire, mon autre avis. Est-ce qu'on peut mettre le comportement de Marie sur son âge? Alors l'âge n'est pas donné, donc on ne sait pas vraiment quel âge elle a, mais peut-être qu'elle est très jeune, donc elle n'a pas eu conscience de ce qu'elle faisait. Donner son adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas en ligne, c'est quelque chose de très dangereux à ne pas faire, évidemment. On peut déjà tirer leçon de cette histoire par rapport à ça. Elle aurait dû donner rendez-vous dans un terrain neutre avec du monde autour. Déjà, ça aurait été beaucoup plus sécurisé de faire quelque chose comme ça. Et l'autre point que je trouve vraiment absurde dans cette histoire, c'est qu'elle a donné l'adresse de son voisin ou de sa voisine. Et le truc, c'est que dans cette histoire, fort heureusement, d'un côté, les voisins n'étaient pas là, mais si jamais ils avaient été là, peut-être que le comportement de Marie aurait pu provoquer un incident. Si l'homme qui vendait l'ordinateur était vraiment quelqu'un de mal intentionné, qui se servait de Facebook pour avoir les adresses de certaines personnes et ensuite les braquer, les tuer, que sais-je, bien elle aurait mis en danger ses voisins si jamais ils étaient chez eux. Quelques détails manquent aussi dans l'histoire. Est-ce que l'arme à feu a été trouvée chez les voisins et l'homme l'a volée? Est-ce qu'il l'avait déjà sur lui en entrant dans la maison? Ça, ce sont des détails que nous n'avons pas. Mais dans tous les cas, les voisins auraient pu être mis en danger. Je trouvais cette histoire intéressante à présenter pour montrer tout ce qu'il ne faut pas faire, surtout quand on achète quelque chose en ligne et qu'il y a une remise du produit en main propre. Je pense que, première règle, ne jamais donner son adresse. On ne sait pas en face de qui on peut tomber, et cette histoire montre bien qu'on peut tomber clairement sur des personnes mal intentionnées, des personnes folles. Donc pour éviter ça, on choisit un terrain neutre, avec du monde autour, un centre commercial, peu importe, quelque chose où il y a du monde qui peuvent apercevoir la scène, comme ça il n'y aura pas de problème. Et puis je pense que ça permet aussi rapidement d'éliminer les arnaqueurs ou arnaqueuses. Parce que si Marie avait dit « Ok, non, on se retrouve pas chez moi, mais je vous donne l'adresse d'un centre commercial, on se retrouve devant tel magasin », peut-être que le mec aurait dit « Oh non, donne-moi vraiment ton adresse » et il y aurait eu beaucoup plus de red flags qui auraient pu alerter Marie sur les intentions de l'homme. Je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-le moi en commentaire. Je serais assez intéressé de voir vos avis concernant la situation. Peut-être que j'ai une vision trop dure de la chose, ou peut-être que vous serez d'accord avec moi. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, c'est avec plaisir que j'irai voir tout ça. Nous allons maintenant passer à la deuxième histoire qui sera celle de Laura. Laura avait aux alentours des 14 ans et son histoire se passe dans la ville de Londres. Elle ne venait pas de là-bas directement, elle venait d'un autre pays et elle dit que son école ainsi que l'école de son meilleur ami avaient organisé un voyage pour visiter la Grande-Bretagne. Donc Laura était très contente de partager cette expérience avec lui. Le voyage consistait non pas à visiter toute la Grande-Bretagne, c'était principalement visiter Londres pendant quelques jours, visiter des magasins emblématiques, des musées, faire quelques attractions touristiques. Et Laura nous dit que ce voyage scolaire se passait extrêmement bien jusqu'à un moment précis. Vous savez, en voyage scolaire, généralement, on fait une attraction, un musée ou quelque chose de la sorte, et puis on a aussi des petits moments où on a quartier libre. On était donc 4 jours avant le retour au domicile de Laura. Toute l'école avait visité une rue et ils avaient quartier libre pour faire un peu de shopping. Il s'est passé quelque chose, déjà que Laura dit que c'était quelque chose de mauvais. En gros, les professeurs ont libéré un peu les élèves, qu'ils avaient quartier libre, et ils ont dit on se retrouve à telle rue. Et là où Laura trouve que c'est un peu indécent d'avoir fait ce genre de choses, c'est que tout le monde avait à peu près 14-15 ans, et les professeurs ont dit on se retrouve là-bas, sans guide. Les élèves devaient un peu se débrouiller eux-mêmes. Donc ils pouvaient se perdre facilement. En plus, beaucoup ne parlaient pas très bien anglais, très peu d'élèves étaient déjà là à Londres, donc c'était quasiment assuré qu'il y allait avoir des personnes qui allaient se perdre. Et ça a été le cas de Laura et de son meilleur ami. Ils ne savaient pas du tout vers où ils allaient, où ils devaient aller, ils étaient paumés complètement dans la ville de Londres. Les deux amis commençaient à être assez nerveux. Laura explique que d'un point de vue
extérieur, elle et son ami n'avaient pas l'air d'être ensemble. Ils étaient à une certaine distance l'un et l'autre pour essayer de retrouver leur chemin. Donc quelqu'un qui voyait la scène de l'extérieur aurait pu penser que Laura et l'ami étaient deux personnes qui ne se connaissaient pas. C'est un petit détail, petit élément de contexte, mais qui est important. Laura, elle, continuait de marcher. Son ami, lui, à un moment donné, s'était arrêté pour regarder un peu le long des rues. Et alors que Laura essayait de retrouver son chemin, elle a remarqué une voiture noire s'approcher d'elle. On pourrait se dire que la voiture ne faisait que passer, mais elle commence à se mettre à la même allure que Laura. Laura, évidemment, l'a remarqué, elle était assez confuse, mais elle n'a pas pensé immédiatement à un danger parce que on était en pleine journée, il y avait du monde dans la rue, donc pour elle, rien ne pouvait lui arriver. La voiture continue de rouler, et alors qu'elle roule encore, un homme en sort. Laura comprend qu'il n'y a peut-être pas qu'une personne dans le véhicule. L'homme s'approche d'elle et lui dit sans dire bonjour, sans quoi que ce soit, « Tu es jolie, viens avec moi ». Et après lui avoir dit ces quelques mots, il lui attrape le bras. Laura, à ce moment-là, ne réagit pas parce qu'elle est sous le choc, elle est très surprise, elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui dise ce genre de choses et surtout à ce qui lui arrive ce genre de choses. Donc elle a un moment où elle est tétanisée. Et l'homme lui tient le bras, commence à la tirer vers le véhicule, mais il n'a pas une emprise très forte sur elle. C'est-à-dire que si Laura se débattait un petit peu, elle aurait pu facilement dégager son bras, sauf qu'elle était tellement sous le choc qu'elle n'a pas fait cela. Il s'est passé autre chose. En fait, son ami, qui était du coup derrière elle, a vu la scène, s'est précipité en courant vers elle, lui a attrapé le bras et l'a tiré. Et c'est ça en fait qui a fait que son bras s'est libéré de l'emprise de l'homme. Ensemble, ils courent. Laura, elle, est totalement perdue, elle ne comprend pas ce qui se passe. Ils se perdent dans des rues pour essayer de semer l'homme si jamais il les suit. Fort heureusement, ce n'était pas le cas, et une fois qu'ils ont l'impression d'être assez loin, les deux amis s'arrêtent. L'ami de Laura lui dit « Mais pourquoi t'as pas réagi? Pourquoi tu t'es pas débattu ?» Et Laura lui explique son ressenti, elle explique qu'elle ne s'attendait pas à ça, elle était sous choc, elle n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Son cerveau ne l'a pas transmis les messages de attention, il y a une alerte, parce que lui-même ne comprenait pas ce qui se passait. Et finalement, ils ont retrouvé leur chemin en demandant de l'aide à des personnes qui marchaient dans la rue. Ils ont réussi à retrouver le groupe avec les professeurs. Ils n'ont rien dit du tout de ce qu'il s'était passé. Le reste du voyage s'est passé sans encombre, bien que cet événement ait quelque peu gâché la fin de voyage de Laura, ce qui est totalement compréhensible. Et le truc, c'est qu'elle en a parlé par contre à ses parents quand elle est revenue chez elle. Ses parents étaient abasourdis, très en colère, pas contre Laura du tout, mais contre l'école. Parce que pour eux, c'était totalement irresponsable de laisser les enfants comme ça dans une grande ville sans surveillance seuls. Donc la décision des parents était radicale, Laura n'a plus jamais refait de voyage scolaire ensuite. C'est là que le témoignage de Laura s'arrête. C'est un témoignage assez particulier parce qu'il y a quelques retournements de situation. Un des commentaires que j'ai trouvé assez intéressant pense que Laura effectivement a eu affaire à une tentative de kidnapping, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, mais le détail qui était intéressant, alors ça je vais l'ignorer parce que personnellement je n'ai jamais été à Londres et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais je raconte vite fait ma vie, mais le truc c'est que à Londres les taxis sont des voitures noires, et Laura a dit que c'est une voiture noire qui l'a approchée, donc il est possible que les individus qui ont tenté de l'enlever ont essayé de se faire passer pour des taxis, pour essayer de duper des personnes, des touristes peut-être, et les enlever pour faire quoi derrière? Je ne sais pas. Est-ce que c'était simplement pour braquer, lui retirer de l'argent, etc. Si Laura avait été quelqu'un de plus âgé, je pense que c'est une solution qui aurait pu être envisageable, sauf que elle avait 14 ans. Et ça se voyait donc clairement, si tu veux voler quelqu'un, tu voles pas un ou une adolescente. Tu sais qu'elle va avoir que très peu d'argent sur sa personne. Donc si on a tenté de kidnapper une jeune fille adolescente de 14 ans, c'est probablement que les intentions derrière étaient malsaines. Est-ce que ces hommes dans le véhicule étaient des personnes qui étaient des prédateurs d'enfants? Est-ce que c'était pour quelque chose d'autre? Ça, c'est le mystère de cette histoire. D'un côté, je préfère, encore une fois, je le dis souvent dans certaines histoires, ne pas le savoir, car si on ne le sait pas, c'est qu'il ne s'est rien passé de plus grave que ce qu'il ne s'est passé déjà. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelles sont vos théories. La première histoire que je vais vous raconter sera celle de Mathieu. Mathieu nous dit qu'il a ouvert la porte après que quelqu'un ait sonné chez lui. En ouvrant la porte, il a vu qu'il y avait ce qui lui semblait être un livreur UPS. L'homme avait un polo avec le logo de l'entreprise, donc pour lui, c'était quelqu'un qui venait livrer un colis. Il s'est dit dans un premier temps que ses parents avaient peut-être commandé quelque chose et qu'il fallait qu'il signe un papier pour dire qu'il avait bien reçu le fameux colis. Sauf qu'en parlant un petit peu avec ce fameux livreur UPS, Mathieu se rend compte que d'une part, le livreur n'a rien pour lui, donc on pourrait se dire qu'éventuellement il s'est trompé d'adresse. Et deuxième chose qu'il remarque, c'est que
Le véhicule de l'homme n'est pas un véhicule UPS, c'est une sorte de van, mais pas avec le logo d'UPS ou un truc de livraison. Il y a une troisième chose qui vient, et ça c'est clairement un red flag pour Mathieu. C'est que l'homme déjà se présente comme étant un certain Tony, et il va proposer des services. En gros, il propose de faire du jardinage, de rendre différents services dans le voisinage, bien sûr, contre un petit paiement. Mathieu s'est dit que c'était peut-être un second travail de l'homme pour arrondir les fins de mois et qu'il ne s'était pas encore changé de son job de livreur pour proposer ces fameux services. Sauf que ce qui va être un red flag pour Mathieu, c'est que l'homme va poser plein de questions assez intrusives. Et il pose ces questions non pas en regardant Mathieu dans les yeux, mais en regardant un peu derrière lui, comme s'il cherchait à voir un petit peu ce qu'il y avait dans la maison. Pourquoi pas des objets de valeur. Il demande par exemple s'il y a des caméras de sécurité dans la maison ou aux alentours, s'il a des chiens. Et ce fameux Tony va poser une dernière question, et celle-là c'est la question que Mathieu considère comme la plus étrange de toutes, et je pense que vous serez d'accord avec lui. Vous savez, quand Mathieu a ouvert la porte, il ne l'a pas ouvert en grand, il a juste ouvert un tout petit peu, et il passait son œil dans l'interstice pour parler à l'homme. Il n'a pas ouvert la porte en grand comme s'il allait accueillir la personne. Et le fameux Tony lui a justement posé une question par rapport à ça. Il lui a dit « Pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas en grand la porte plutôt que de l'avoir quasiment presque refermée ?» Et Mathieu répond quelque chose de très intelligent. C'est un mensonge, mais un mensonge bien trouvé. Il dit qu'il ne veut pas que ces deux pitbulls voient ce fameux livreur UPS et commencent à l'attaquer pensant qu'il y a danger. Ça se tient. Dans la réalité des faits, Mathieu fait toujours ça quand il ouvre la porte à des étrangers, il l'ouvre vraiment très légèrement pour pouvoir la refermer très rapidement si jamais il y a un problème. Après avoir dit ça, l'homme donne une sorte de flyers publicitaire à Mathieu et il s'en va. Mathieu prend le flyers, il ferme la porte, il la verrouille à clé, il s'assure que toutes les issues dans la maison sont bien fermées à clé. C'est là qu'en soi son témoignage s'arrête, mais là où c'est assez intéressant, c'est que Mathieu, sur Reddit, lui, il dit qu'il est persuadé qu'en fait cet homme était en repérage pour cambrioler. Soit il aurait cambriolé la maison même si Mathieu était là parce qu'il n'était pas très vieux, ce qui aurait été absolument horrible, soit il était juste en train de repérer pour une prochaine fois. Et les commentaires sur Reddit sous ce thread là sont plutôt tous du même avis. Tout le monde dit que effectivement cet homme était en train de repérer pour un cambriolage. Mathieu dit dans les commentaires également quelque chose d'assez incroyable, mais du coup je pense que c'est positif, c'est que dans son quartier, là où l'homme est allé pour toquer de porte à porte, il y a quelqu'un qui travaille dans la police. Donc il est probable que si l'homme tombe sur lui, eh bien son activité ne passe plus trop inaperçue. Déjà, c'est effrayant de se faire cambrioler, mais remarquer en amont la personne qui veut te cambrioler, je pense que c'est quelque chose qui doit te faire tout drôle. Maintenant je vais vous présenter l'histoire de Gary. Gary avait 19 ans, on est en Allemagne durant l'année 2017. Gary était avec des amis dans, non pas la cave, mais dans le sous-sol de l'un de ses amis en train de jouer aux jeux vidéo, de passer du bon temps. C'était un programme qui était habituel et généralement ça se passait jusqu'à assez tard dans la nuit. Gary nous dit que son meilleur ami ne vivait pas très loin de chez lui. C'était pas chez le meilleur ami où il passait du bon temps dans le sous-sol, ça c'était chez un autre ami. Mais du coup, vu qu'avec son meilleur ami il ne vivait pas très loin, ils rentraient généralement ensemble après avoir passé des bons moments. Gary nous dit que pour rentrer chez lui, il y a deux trajets possibles. Un trajet qui passe dans la ville et un trajet qui est plus court. Mais dans ce trajet-là, tu passes dans une petite forêt. Et de nuit, cette forêt est totalement sombre, il n'y a aucun éclairage. Pour la sécurité, Gary dit qu'il ne prend cette route-là que quand il est équipé de lumière parce que, eh bien, il y a des sangliers dans cette forêt et il n'a pas envie de s'en prendre un par mégarde. Une nuit, Gary et son ami sont en train de rentrer chez eux, ils sont un petit peu éméchés, ils ont quelques lumières, donc ils se disent que pour rentrer rapidement, ils vont passer par cette fameuse route dans la forêt. Et alors qu'ils sont tranquillement en train de rouler sur leur vélo pour rentrer, à un moment donné, ils sont surpris de voir qu'il y a sur la route un tronc d'arbre qui bloque le passage. Donc Gary et son ami qui ne sont pas des pros du vélo à vouloir sauter au-dessus du tronc, ils descendent, ils font un peu le tour et ils continuent. Sauf que, à peu près 10 ou 20 mètres après ce fameux tronc d'arbre sur la route, Gary et son ami discernent ce qui leur apparaît être un feu. Au niveau d'un virage, un virage que Gary doit prendre, et en fait il y a comme une sorte de petit camp. Bon, on pourrait se dire que ça pourrait être des campeurs, des gens qui veulent passer un peu de bon temps en forêt, mais pas trop au milieu de la forêt, assez proche de la route pour pouvoir partir s'il y a un problème. On peut s'inquiéter comme on peut trouver des trucs très rationnels qui pourraient rassurer. Gary et son ami décident donc de partir sur cette solution-là, la solution rationnelle, et en s'approchant lentement
mais de plus en plus, il remarque qu'autour de ce fameux feu, il y a environ 6 ou 7 personnes. Encore une fois, on peut rationaliser, mais là où on ne peut pas trop rationaliser, c'est sur ce qu'il va dire après quand il nous fait une description de ceux qui étaient autour du feu. Les 6 ou 7 personnes étaient habillées avec des robes et des masques. Comme beaucoup, et comme moi quand j'ai découvert l'histoire, je me suis dit tout de suite Ku Klux Klan. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous savez, les personnes avec les masques très pointus, les robes blanches, ce genre de choses. Sauf que ces gens autour du camp n'étaient pas du tout habillés de cette manière-là. Gary ne sait pas trop le décrire, il dit que c'est une sorte de chapeau avec des voiles. Gary et son ami sont donc arrêtés sur la route, ils voient quand même bien la zone où il y a le feu et les gens. Ils essayent de comprendre ensemble ce qu'ils se trament, et alors qu'ils regardent les personnes, toutes, quasiment à l'unisson, se retournent vers Gary et son ami. Gary comprend immédiatement qu'ils sont cramés, et une des personnes qui faisait partie de ce fameux camp commence à avancer de manière précipitée vers Gary et son ami qui se trouvaient au niveau de la route. Eux, ils ne se sont pas fait prier, ils ne se sont pas dit qu'ils allaient entamer la conversation, ils étaient sur leur vélo, ils ont tapé la plus grande pointe de vitesse de leur vie. Sans faire demi-tour, ils ont tracé. Et ils n'ont pas ralenti jusqu'à se retrouver dans une zone un peu plus civilisée, c'est-à-dire quand ils sont sortis de la fameuse forêt. Vous vous en doutez bien, Gary n'a pas vraiment repris ce chemin-là à l'avenir, il ne sait pas qui étaient ces personnes, nous non plus d'ailleurs, on ne peut avoir que des théories évidemment, mais en tout cas, il n'en a jamais entendu parler, il n'a rien vu aux actualités concernant ce groupe de personnes, il n'a rien entendu de la part de proches ou quoi que ce soit qui aurait pu apprendre quelque chose, c'est un vrai mystère. Donc est-ce que c'était une sorte de secte, est-ce qu'il faisait un rituel, est-ce que c'était des gens qui étaient dans un énorme délire? Aucune idée. Je vais maintenant vous présenter l'histoire de Marguerite. Marguerite nous raconte quelque chose qui s'est passé quand elle avait 7 ans dans les années 80. Elle était chez elle avec 2 de ses sœurs et 2 de ses cousines. Il y avait au total donc 5 jeunes filles. Une des sœurs était chargée de faire du babysitting, la plus vieille. Et pour donner un peu de contexte, Marguerite nous dit un petit peu comment était faite sa maison. C'était une maison sur 2 étages avec un toit plat. Elle ne se souvient pas vraiment ce qu'elle faisait à ce moment-là, évidemment ça remonte un peu, elle n'a pas vraiment tous les détails, hein. Il n'y a que ce qui l'a marqué et qu'elle a encore en tête. Mais en tout cas, ce dont elle se souvient très bien, c'est que tout le monde n'arrêtait pas d'entendre des bruits qui venaient du toit, comme si en fait quelqu'un marchait sur le toit. Et il y avait également des bruits comme si des choses étaient jetées dans la gouttière, et du coup ça faisait un bruit comme un truc qui descendait. Au début, truc rationnel, tout le monde pense à un animal, du type un écureuil. Sauf qu'une des sœurs a la brillante idée de faire peur à tout le monde en disant que c'est peut-être quelqu'un qui a grimpé à un arbre pour se retrouver sur le toit. Et pourquoi ça faisait peur? Parce que sur ce fameux toit, il y avait une sorte de Velux qui permettait de rentrer à l'intérieur et ça donnait directement sur la chambre de Marguerite. Du coup, une petite stratégie est mise en place. On demande à l'une des cousines de traverser la rue, d'aller au magasin en face, faire genre on va acheter quelque chose, et en revenant, cette fameuse cousine doit lever les yeux et regarder s'il y a quelqu'un sur le toit. Pourquoi pas, ça peut se faire. Certaines vont appliquer la stratégie. Et malheureusement, oui, ils ont vu quelqu'un. Il y avait un homme avec un maillot de football déchiré qui était allongé sur le toit. Les filles, en voyant ça, sont rentrées dans la maison en courant. Elles ont dit ce qu'elles ont vu. La sœur aînée, qui a été responsable de tout le monde, est allée chez le voisin pour voir si on arrivait à voir l'homme de chez eux, mais non, impossible. Mais bon, la sœur aînée a quand même une très bonne réaction. Elle attend pas midi à 14 h, elle appelle la police. Et chose surprenante, c'est que généralement dans les threads d'horreur, la police vient quand même plutôt rapidement, et là apparemment elle a mis quand même pas mal de temps à se pointer. Apeuré, tout le monde est resté dans une des chambres, et parfois il fallait quand même s'assurer que l'homme était bien là ou pas. Donc elles regardaient au travers d'un Velux pour voir si elles arrivaient à le voir, mais non, l'homme n'était plus visible. Quand la police est arrivée, l'homme n'était plus là. La police n'a pas pris au sérieux les enfants, ils les ont pris comme des enfants, donc des gens qui racontent des histoires. Ils n'ont pas vérifié autour de la maison, à l'intérieur ou quoi que ce soit. Ils sont repartis beaucoup plus rapidement qu'ils ne sont venus. Les enfants, eux, étaient paniqués parce qu'ils se disaient soit l'homme est vraiment parti, soit il a réussi à rentrer dans la maison et il se cache. Quelques heures après la venue de la police, la mère de famille est rentrée. Les enfants ont tout raconté, la mère les a crus, mais elle les a rassurés de suite. Elle a dit ne vous inquiétez pas, de toute manière il y a un verrou au niveau du toit, on ne peut pas rentrer par là. Marguerite est montée sur le toit plus tard, une fois que le calme était revenu, on va dire, et effectivement elle a vu qu'il y avait des empreintes de pas boueuses sur le toit. Signe qu'il y avait donc effectivement quelqu'un à un moment donné. Le lendemain,
La mère a emmené toutes les filles au poste de police pour quand même déposer un témoignage et elle a été très remontée face à la police en leur disant que c'était totalement irresponsable de voir qu'il y a 5 jeunes filles dans une maison qui disent quelque chose et de même pas vérifier un petit peu ce qui se passe, de juste partir comme ça parce qu'on ne les croit pas. En tout cas, l'histoire s'arrête là. Marguerite n'a jamais su qui était cet homme, si c'était quelqu'un peut-être qui était très éméché, qui a vu le toit et qui a voulu grimper pour se faire un délire, ou alors quelqu'un qui avait de mauvaises intentions et qui était au courant que dans la maison sur laquelle il se trouvait, il y avait 5 jeunes filles livrées à elles-mêmes. La première histoire sera celle de Ginny. Ginny nous raconte quelque chose qui s'est passé alors qu'elle avait 13 ans, elle était au collège, et pour donner un petit peu de contexte, Ginny explique que son collège organisait pour le mercredi après-midi des activités. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle précisément, mais le collège proposait soit des loisirs, soit du sport le mercredi après-midi pour ceux qui le désiraient. Tout le monde n'avait pas forcément les moyens de s'inscrire dans des clubs de sport, parfois ça peut coûter assez cher, donc pour que les jeunes puissent se dépenser, le collège avait mis en place ce petit système. Ginny allait à ces événements de loisirs et de sport avec une amie, et au moment des faits, elle avait 1 heure à tuer avant de se rendre justement au sport organisé par son collège. Donc avec son amie, elle a décidé d'aller à un terrain de basket qui se trouvait à 10 minutes à peine de chez elle, pour patienter tranquillement ensemble avant d'aller justement au point de rendez-vous. Ginny explique que pour se rendre à ce fameux terrain de basket, le trajet n'est pas très long, mais elle doit passer dans une rue qui n'est pas du tout passante. C'était très calme, c'était une route que Ginny avait l'habitude de prendre, donc elle n'avait nullement de problème de confiance vis-à-vis de la prise de cette route. Et donc Ginny nous dit qu'elle était sortie tranquillement de chez elle, et elle a donc pris la route qui devait l'emmener au terrain de basket. Elle dit que si elle avait su ce qui allait lui arriver, jamais elle n'aurait pris ce trajet, elle aurait préféré faire un détour. Elle marchait sereinement et au loin sur la route, elle a aperçu un homme. C'était un homme qui avait l'air d'avoir la vingtaine et qui allait dans le sens opposé de Ginny. Donc à un moment donné, ils allaient se croiser. Rien n'a alerté Ginny à la vue de cet homme. La seule chose qui l'a un petit peu intriguée, c'est que cet homme avait l'air perdu. Ça peut arriver en soi. Mais à un moment donné, quand l'homme a posé ses yeux sur Ginny, d'un coup, son comportement a changé. Il n'avait plus l'air perdu et il n'avait plus l'air de chercher son chemin, il avait maintenant l'air déterminé. Ginny continue son chemin, mais un sentiment naît en elle. Elle est persuadée que l'homme va l'interpeller. Le scénario qu'elle avait en tête, c'est que l'homme était perdu, il l'a vu, il s'est dit cool, je vais demander ma route à quelqu'un, d'où le fait qu'il ait eu ce changement de comportement et qu'il passe de perdu à déterminé. Sauf que pas du tout. Ce qu'il dit à Ginny, c'est qu'il la trouve très belle et il lui demande ses réseaux sociaux. Ginny esquive la question de l'homme en disant qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux, elle remercie l'homme de son compliment et elle espère que l'histoire s'arrête ici. L'homme étant assez insistant, Ginny essaye de lui faire perdre espoir en disant que sa cousine l'attend au coin de la rue. L'homme, voyant que Ginny est réticente vis-à-vis de ses réseaux, demande son numéro de téléphone et elle répond qu'elle n'a pas de numéro de téléphone. Qu'elle n'a pas de téléphone, qu'elle est trop jeune, que ses parents ne lui en ont pas acheté. Sauf que là, le destin ne joue pas en sa faveur. Juste après avoir dit ça, son téléphone sonne. Effectivement, l'amie de Ginny était en train de l'attendre au terrain de basket et elle l'appelait pour savoir où elle en était. L'homme entend la sonnerie du téléphone et il dit « Bah tu vois que t'as un téléphone, allez donne-moi ton numéro comme ça on pourra faire connaissance ». Je pense qu'il est bien de rappeler que l'homme a la vingtaine, Ginny a 13 ans. Ginny trouve une nouvelle alternative, elle dit que ce n'est pas son téléphone à elle mais le téléphone de sa sœur et qu'elle doit vraiment y aller. Et c'est là que tout dégénère. Ginny, en disant qu'elle doit vraiment y aller, énerve l'homme. L'homme sort un petit couteau de sa poche et il le pose contre le ventre de Ginny. Ginny est apeurée, l'homme lui dit qu'elle doit absolument lui donner son numéro de téléphone, sinon il en finira avec elle. Bien qu'apeurée, Ginny a un moment d'adrénaline. Elle arrive à pousser un petit peu l'homme et à s'enfuir en courant. Mais malheureusement, l'homme n'en reste pas là, il la poursuit. Elle fait plein de détours, elle a réussi un petit peu à distancer l'homme qui, on ne sait pas trop pourquoi, avait du mal à courir. Vous vous en doutez bien, un homme qui a la vingtaine peut courir plus vite qu'une jeune fille de 13 ans, mais là il était comme blessé à la jambe, donc Ginny a réussi à aller plus vite que lui, à mettre de la distance, elle a fait quelques détours et elle a réussi fort heureusement à le semer. Une fois que l'homme n'était vraiment plus visible, Ginny a appelé son ami n'en revenait pas et elles se sont retrouvées. Elles sont arrivées au collège après et Ginny a tout raconté à un des professeurs. Le professeur a eu une bonne initiative, il a appelé la police est venue sur place, Ginny a pu faire une description physique de l'homme, et la police va dire quelque chose d'assez fou. C'est que l'homme est
pas connu directement des services de police dans le sens où il a été arrêté, mais il y a eu beaucoup de plaintes vis-à-vis de lui. La police n'a pas encore réussi à mettre la main sur lui, mais plusieurs jeunes filles se sont plaintes d'un homme qui était très insistant pour avoir leurs réseaux sociaux et qui était très menaçant. Les autres jeunes filles n'avaient pas eu affaire au couteau de l'homme. La grande première, c'était pour Jenny, et après avoir donc déposé son témoignage, la police a raccompagné Jenny chez elle pour s'assurer qu'elle ne rencontre pas de nouveau l'homme et l'interpeller si jamais il était encore sur les lieux. Après ça, Jenny n'a plus jamais revu cet homme. C'est là que son histoire s'arrête. Là, on a quelque chose d'assez effrayant. J'ai tendance à dire que parfois une intervention extérieure peut désamorcer la situation. Dans ce contexte-là, je pense qu'on a quelque chose d'assez particulier parce que intervenir, d'une part, pourrait nous mettre nous-mêmes en danger, c'est possible. Je pense que dans ces situations-là, si on assiste à une telle scène, le mieux c'est d'appeler la police, d'expliquer ce qui se passe pour que la police intervienne. Elle sera beaucoup plus compétente pour intervenir que nous. Si l'homme était insistant mais qu'il n'avait pas d'arme, là je pense qu'on aurait pu intervenir pour désamorcer la chose. Après peut-être que si quelqu'un était passé dans la rue au moment où l'homme a commencé à menacer Jenny, peut-être que là l'homme aurait vu qu'il y avait des témoins et aurait rangé sa lame et serait parti aussi vite que possible. C'est vrai que le comportement adopté dans ce type de situation où il y a vraiment un grand danger, je ne sais pas vraiment lequel serait le bon, donc n'hésitez pas vous à dire en commentaire ce que vous pensez. Je pense que montrer qu'on est là et appeler la police, ça doit être la meilleure des solutions. Je vous présente maintenant l'histoire de Jeanne. Jeanne avait 18 ans à l'époque, elle nous dit qu'elle vivait chez son père, ses parents étaient divorcés, les événements se sont passés en été donc il faisait chaud et il se trouve que les voisins, vraiment les voisins directs de la maison du père de Jeanne, avait embauché des ouvriers pour faire des travaux. Vous savez que ça peut être assez enquiquinant, mais Jeanne a décidé d'aller au-dessus de ça et de continuer à vivre sa vie tranquillement sans se soucier de ce qu'il se passait à côté. Les fameux voisins chez qui il y avait des travaux avaient emménagé depuis moins d'1 an, donc ils n'étaient pas trop connus dans le quartier. Personne n'avait eu le temps vraiment de faire vraiment connaissance avec eux. Et alors qu'on était en été qu'il faisait chaud, Jeanne a décidé de profiter du jardin de son père qui lui était au travail pour profiter un peu des beaux jours, bronzer un petit peu et se relaxer. Elle a donc installé un petit hamac et elle s'est prélassée au soleil tranquillement. Elle nous dit qu'elle était habillée d'un short et d'un haut de maillot de bain pour pouvoir bronzer un petit peu. C'est sûr que bronzer avec un pull, ça n'aide pas. Elle avait ses lunettes de soleil, elle commence à se détendre et à un moment donné, sachant qu'il y avait une petite brise agréable, elle s'endort. À un moment donné, elle ouvre les yeux, à peu près un quart d'heure après les avoir refermés, et quand elle ouvre ses yeux, en fait, son regard est directement posé sur une fenêtre de la maison des voisins. Et elle remarque le rideau qui bouge. Elle se dit que peut-être les voisins voulaient ouvrir la fenêtre pour arrêter ou quoi que ce soit, mais non, tout était resté bien fermé. À ce moment-là, Jeanne ne se dit pas grand-chose, elle se dit que c'est une coïncidence, elle rationalise, peut-être que le rideau était ouvert pour une raison quelconque, mais en tout cas, elle n'y prête pas plus attention que ça. À la fin de cette journée-là, elle entend des ouvriers dehors qui s'en vont. Le lendemain, il faisait encore plus chaud, donc Jeanne décide de reproduire le programme de la veille, c'est-à-dire se prélasser au soleil. Elle était donc là, sur son hamac, tranquillement à se prélasser, elle était dans ses pensées, et à un moment donné, de nouveau, son regard s'est posé sur la fenêtre des voisins. Et là, elle a revu quelque chose d'étonnant. Elle a vu une main remettre le rideau de la fenêtre qui donnait directement sur son jardin, remettre celui-ci très brutalement, et dans la précipitation. De nouveau, Jeanne rationalise en se disant que c'est peut-être les ouvriers et qu'elle a juste posé ses yeux à un moment donné et c'était le timing qui était mauvais. Le lendemain, même programme de nouveau. Mais ce qui s'est passé les jours précédents lui reste en tête. Elle se dit toujours, c'est bizarre cette histoire de rideau. Donc elle a son nez de soleil et elle décide de, sans trop se faire remarquer, essayer de regarder un petit peu ce qui se passe. Elle regarde la fenêtre des voisins et elle fait comme si elle dormait. Et c'est là qu'elle voit un homme qui tire délicatement le rideau et qui la regarde pendant quelques minutes. D'un coup, Jeanne se lève pour faire comme si elle se réveillait, et là, le rideau se fait refermer très précipitamment. Vous l'avez compris, un des ouvriers qui travaillait chez les voisins reluquait Jeanne pendant qu'elle dormait. Très énervée, Jeanne décide d'aller toquer à la porte des voisins pour confronter ces personnes, et les ouvriers la traitent de folle, qu'ils ne font que leur travail, et qu'ils travaillent d'ailleurs au 2e étage. Donc vu que eux sont au 2e étage et que le rideau qui donne sur son jardin est au 1er, eh bien c'est impossible que ce soit eux. Sauf que Jeanne fait un rapprochement très rapide, elle se dit qu'elle n'a jamais mentionné
d'où les ouvriers la regardaient. Donc s'il se défend en donnant autant de détails, ça veut dire qu'il cherche à noyer le poisson et qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Plus tard dans la journée, au début de soirée, Jeanne est allée chez une de ses amies. Elle a passé une bonne soirée chez son amie et elle est rentrée assez tard chez son père qui l'a attendue, furieux. Et quand elle est rentrée, son père lui a dit que la voisine était furieuse car Jeanne aurait embrouillé et menacé ses ouvriers. Il la réprimande en disant que c'est irrespectueux et que jamais il ne pourrait s'entendre correctement avec des nouveaux voisins si jamais Jeanne agit de la sorte. Et Jeanne a été très déçue de son père à ce moment-là, car elle lui a expliqué toute la situation, le fait que les ouvriers la mataient, et ce sur plusieurs jours, et son père a préféré croire les voisins qu'il ne connaissait pas plutôt que sa propre fille. Donc là, de cette confrontation, de voir qu'elle n'a pas été prise au sérieux, Jeanne a pris une décision radicale, elle est partie vivre chez sa mère. Mais ces événements ont créé une phobie chez elle, car en effet elle n'ose plus vraiment se prélasser au soleil comme elle l'aimait le faire, car elle a toujours l'impression maintenant d'être regardée. Ce que je trouve vraiment fou dans cette histoire, c'est d'une part le comportement des ouvriers et d'autre part le comportement du père. Évidemment le comportement des ouvriers, on ne peut pas trouver d'excuses, c'est totalement inexcusable leur comportement. Ce n'est pas du tout dans un premier temps professionnel et en plus de ça, non, on ne fait pas ça. Même si ça avait été les voisins, hein, ça ne se fait pas de regarder les gens comme ça dormir quand ils sont en train de prendre du bon temps et tout. On garde ses yeux chez soi. Et d'autre part, ce que je trouve aberrant, c'est le comportement du père. Parce que ce qu'il fait, malheureusement, c'est un comportement qui arrive beaucoup. C'est-à-dire le fait de ne pas croire ce que quelqu'un nous dit. Beaucoup de femmes, il me semble, ont peur parfois de parler de quelque chose qui leur est arrivé, une situation de harcèlement, ou alors quand elles ont été abusées ou touchées à des endroits inappropriés, elles ont peur d'en parler car elles pensent qu'on ne les croira pas. Et justement, je trouve que c'est primordial d'écouter et de prendre ce que ces femmes disent quand elles vivent ce genre de situation pour vrai. À mon sens, quand quelqu'un raconte quelque chose de la sorte, c'est tellement grave que c'est pas quelque chose qu'on va inventer. Dans cette histoire-là précisément, Jeanne dit qu'elle n'a pas appelé la police parce que la police ne se serait pas déplacée pour, entre guillemets, si peu, selon ses termes. Effectivement, on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a regardé au travers d'une fenêtre. Mais les proches de ceux qui sont victimes de ce genre de comportement, je pense, doivent être empathiques vis-à-vis de la personne qui raconte ce qui lui est arrivé et ne pas remettre en cause ce qu'elle raconte. En plus de ça, dans cette histoire, on parle d'un père et de sa fille. Je trouve que c'est aberrant qu'un père ne remette en doute la parole de sa propre fille, surtout sur ce genre d'événement. Maintenant, je vais vous présenter le témoignage d'Alice. Alice dit qu'elle est rentrée de chez une amie et elle a pris une certaine route pour pouvoir prendre un bus et rentrer plus rapidement chez elle. Soit en gros elle prenait une certaine route et elle marchait, soit elle faisait un petit détour et elle pouvait prendre le bus pour éviter de marcher. Elle trouve son bus, elle le prend, elle n'avait pas beaucoup d'arrêts à faire donc elle ne prend pas la peine de s'asseoir dans le bus, elle reste debout. Et alors qu'elle est debout à attendre, elle remarque dans le bus qu'il y a à côté d'elle un homme grand qui porte des lunettes et pour elle, c'est sûr, cet homme est en train de la reluquer. Dans la tête d'Alice, il n'y a pas d'alerte à ce moment-là. Elle se dit que c'est pas le premier à faire ce genre de choses, ce sera pas le dernier, mais il n'a pas un comportement encore plus déplacé que ça, donc elle ne réagit pas. Le bus continue son trajet, il s'arrête à l'arrêt que Alice doit prendre, elle descend, et quand elle descend, elle se rend compte que l'homme qui la matait descend également. Elle devait prendre un second bus et se demandant quand est-ce qu'il va passer, Alice regarde son téléphone avec une application et elle voit que son bus doit arriver d'ici 1 minute. Donc l'arrêt n'est pas très loin, elle décide de courir un peu pour être sûre de l'avoir. Et quand elle commence à courir, elle remarque que l'homme, qui était descendu au même arrêt qu'elle, accélère le pas également. En plus de ça, il a le regard fixé sur Alice. Elle arrive à son arrêt de bus, le bus n'est pas encore arrivé, il a eu un peu de retard, donc elle s'assoit à l'arrêt de bus et elle prie pour que le bus arrive, qu'elle monte dedans et qu'elle reparte sans que l'homme n'ait le temps de le prendre. Sauf que ce scénario idéal ne se produit pas, le bus a du retard, donc l'homme arrive à l'arrêt de bus et il s'assoit juste à côté d'elle. Il commence à entamer la conversation avec des banalités, il demande comment elle s'appelle. Alice répond comme elle a l'habitude de le faire quand elle se fait interpeller par un faux prénom, pour ne pas être retrouvée, ne pas être traçable. L'homme demande où elle va, et plutôt que de dire qu'elle rentre chez elle, elle dit qu'elle va chez une amie. Cette stratégie a 2 buts, le premier protéger son adresse, et le deuxième montrer qu'elle est attendue. Et l'homme a répondu d'une manière très culottée, « Ah oui, je peux venir ?» Évidemment, Alice ne s'attendait pas du tout à ce type de réponse, donc elle a un petit rire de stress.
Elle lui a dit que c'était compliqué, qu'elle ne le connaissait pas, donc qu'il n'était pas vraiment invité. Le bus arrive, Alice se lève, et l'homme dit « Ah, tu prends ce bus? Bah ça tombe bien, je monte aussi. » Dans le bus, il y a quelques personnes, Alice essaie de trouver une place assez stratégique, c'est-à-dire une place où elle peut être plutôt seule, mais avec des gens à côté, et pas loin de la sortie. Elle s'assoit à côté d'un homme, sur les fauteuils qui sont juste à côté de la sortie, et elle essaie de regarder un peu autour d'elle, de capter le regard des gens pour montrer qu'elle a un problème. L'homme qui montait dans le même bus qu'elle s'est placé juste à côté d'elle et il a continué de lui parler. Alice a sorti son téléphone, elle prévenait ses amis qu'elle était suivie par quelqu'un, et l'homme lui demande si elle est à l'université. Alice profite de cette question pour mettre, entre guillemets, des points sur les i, c'est-à-dire qu'elle va dire que non, elle est en terminale, donc elle est mineure, c'est-à-dire que l'homme, en plus d'être insistant, il est insistant avec une mineure. Sauf que cet homme-là, ça n'avait pas l'air de le déranger plus que ça. Il commence à demander les réseaux sociaux d'Alice, et Alice lui répond qu'elle n'en a pas. Le bus continue son trajet, il s'approche de plus en plus de l'arrêt où elle doit sortir, et là elle va tenter un coup de poker. Elle va attendre que ceux qui doivent sortir descendent, que les portes soient sur le point de se refermer pour elle sortir et éviter que l'homme ne la suive. Le bus s'arrête, les portes s'ouvrent, les gens descendent, il y a le petit signal pour dire que les portes vont se fermer, et à la dernière seconde Alice sort du bus. Une fois dehors, sans se retourner, elle marche très vite dans la direction de son logement. Après avoir marché un petit peu, là Alice se retourne et elle remarque avec grand plaisir que l'homme ne la suit plus. Elle est donc rentrée chez elle, elle a verrouillé toutes ses portes à clé. Elle a été très soulagée d'être enfin rentrée, d'être en sécurité, d'avoir échappé à cet individu. Elle a eu très peur parce qu'elle était seule, et ça c'est une histoire qui malheureusement, je suppose, arrive à beaucoup de femmes dans les transports en commun. Il est possible que vous-même qui regardez la vidéo, vous vous êtes reconnu dans cette histoire-là parce que c'est une histoire qui est vraiment super commune, je trouve, et c'est très malheureux. Je pense pas que le mal soit dans le fait que l'homme aborde la jeune femme, mais quand tu comprends que la jeune femme ne veut pas être dérangée, là, tu t'écartes. Dans cette situation, quel aurait été un comportement qui aurait pu désamorcer la chose? Bah, déjà, l'homme en question, on va dire le méchant dans cette histoire, aurait clairement dû arrêter de déranger Alice. Alors, est-ce qu'il la suivait vraiment? Ça, je ne saurais le dire. Peut-être qu'il prenait vraiment les mêmes transports. Je pense personnellement, au vu de ce qu'a raconté Alice, que oui, il la suivait. Donc déjà, est-ce qu'on suit les gens? Pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qui aurait pu aider? Alors ça, ensuite, ça ne dépend pas d'Alice, mais si quelqu'un dans le bus avait remarqué la détresse d'Alice à ce moment-là, il aurait pu faire comme si, alors ça dépend bien sûr de l'âge qu'on a, si on a, j'ai une bêtise, 40 ans, se faire passer pour un ami de la famille, si on a la vingtaine pour un ami du frère ou de la sœur, si on a à peu près le même âge, se faire passer pour un ami. Parce que je pense sincèrement, après peut-être que je me trompe totalement à ce sujet-là, mais je pense que quand une personne extérieure à la situation s'interpose, la personne qui met mal à l'aise va être déboussolée, et dans ce contexte-là, j'ai tendance à penser que, admettons, moi, je me présente et je dis « Ah, salut Alice », et que je me fais passer pour l'ami de son frère ou de sa sœur, l'homme va s'éloigner de lui-même parce que il ne sera plus, dans le truc. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je vous présente Catherine Martinez, une jeune femme née en janvier 1990 et qui s'est fait remarquer alors qu'elle avait 18 ans en tant que modèle. C'était une jeune femme qui était très charismatique, elle laissait son empreinte partout où elle passait, tout le monde se souvenait d'elle, tout ça pour vous dire que c'était une femme qu'on remarquait. Elle était étudiante en marketing, elle avait un emploi sur le côté qui était un emploi de mannequin. Elle faisait plein de choses, des spots publicitaires, des shootings photos, et elle était pas mal suivie sur les réseaux sociaux. Et avec ce rythme de vie, il faut savoir que Catherine était quelqu'un qui ne dormait pas beaucoup. Elle était toujours sur l'ordinateur à rechercher quel serait son prochain projet. Le jour, elle étudiait et la nuit, elle était également danseuse dans un club pour se faire un peu d'argent et pouvoir voyager et ainsi faire de nouveaux shootings photos. Les proches de Catherine la décrivaient comme quelqu'un de très intelligente, de très attentionné. Elle a par exemple accepté qu'une de ses amies, Shonté, ainsi que son fils, emménagent chez elle alors qu'ils traversaient une période difficile. Et pour vous dire à quel point cette jeune femme avait le cœur sur la main, pendant cette période de cohabitation, elle laissait son amie dormir dans son lit alors qu'elle dormait sur le sol, et elle donnait à son amie
tout ce dont elle et son fils avaient besoin. En 2008, Catherine a rencontré un homme du nom de Russell Neal. C'est un homme qui avait l'habitude de la regarder danser dans le club où elle travaillait, et au bout de quelques nuits, Russell a pris son courage à deux mains et a demandé finalement à Catherine si elle voulait bien avoir quelques rencarts avec lui. Catherine a accepté et ces rencarts ont été concluants car elle et Russell ont commencé à se fréquenter, et cette relation a donc commencé alors que Catherine travaillait depuis environ 3 ou 4 mois dans le club. Russell était un petit ami qui adorait combler Catherine. Il la conduisait en voiture où elle le désirait, lui achetait plein de cadeaux. Et ce fameux Russell était quelqu'un qui se présentait comme étant un producteur de musique qui avait à l'époque plutôt bien marché. Et ce n'est pas tout. Ce fameux Russell était également une célébrité car il avait fait partie d'un boys band dans les années 90 qui avait connu du succès, peut-être que vous connaissez le boys band High Five. Russell avait quitté le boys band à l'époque car il estimait mériter plus d'argent qu'on ne lui attribuait déjà. Et ce qui est fou déjà avec ce fameux boys band, c'est que il y a une sorte de malédiction, peut-être pas malédiction au sens propre du terme, mais de nombreuses tragédies sont attribuées à certains membres. Certains ont été arrêtés pour quelconque motif, d'autres sont décédés dans des circonstances particulières, et il semblerait que Russell n'ait pas vraiment échappé à ce phénomène bizarre. Vous verrez de quoi je parlais un peu plus tard. Très rapidement, alors que Catherine et Russell sortaient ensemble, la famille de Catherine, et en particulier sa sœur, Glenda, a remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange vis-à-vis de ce Russell. Déjà, il y avait une certaine différence d'âge. Catherine avait 18 ans et Russell lui en avait à peu près 30. Il disait être producteur de musique, mais dans la réalité des faits, il ne faisait pas grand-chose. Cet homme était également très préoccupé par son image, c'était quasiment de l'obsession, et pour illustrer tout ça, il y a un événement malheureux qui s'est passé, c'est que Catherine, avec la voiture de Russell, a eu un accident. La voiture était très endommagée, Catherine a dû être transportée à l'hôpital par avion, donc c'était vraiment quelque chose de grave, et Russell, lui, a été plus préoccupé par l'état de sa voiture que par l'état de santé de sa petite amie. Se sentant très mal vis-à-vis de tout ça, Catherine s'est sentie en quelque sorte responsable, donc pour elle, elle devait dédommager Russell, et elle pouvait pas lui donner de l'argent pour rembourser la voiture directement, donc elle commençait petit à petit à tout payer. Au bout de 5 mois de relation, Catherine et Russell ont emménagé ensemble et Catherine est tombée enceinte. Elle a eu ensuite d'autres enfants et pour devenir mère au foyer, elle a arrêté ses études. Dans la famille de Russell, son frère Ronald a déjà connu la prison. Il avait été arrêté parce qu'il avait agressé sa propre femme. Mais ce n'est pas tout. Quand cette femme, n'en pouvant plus, a demandé le divorce, Ronald, le frère de Russell, s'est présenté à elle et lui a tiré 5 fois dessus. Et tout ça devant leur propre enfant. Donc Ronald a écopé de 80 années de prison. Vous avez donc vu que, eh bien, du côté de chez Russell, on va dire que l'environnement familial n'est pas des meilleurs. La sœur de Catherine, Glenda, elle, tout ça c'est quelque chose qui l'inquiète. Et elle a fait part de ses inquiétudes à Catherine, lui suggérant de quitter Russell, sauf que elle ne le voulait pas parce qu'elle voulait que son enfant, enfin ses enfants, grandissent avec leurs deux parents, qu'ils aient la meilleure éducation et la meilleure vie possible. Et rapidement également, la famille de Catherine ont constaté que Russell n'était pas si différent que ça de son frère. Lui aussi semblait être assez violent vis-à-vis de Catherine, car elle semblait vouloir masquer des bleus, des ecchymoses, à l'aide de maquillage, mais ils étaient quand même visibles. Le temps a passé. La relation de couple entre Catherine et Russell a été très tumultueuse, ils se sont séparés plusieurs fois, et c'est en 2013 qu'ils se sont officiellement séparés. Catherine a repris un peu sa vie, entre guillemets, d'avant Russell, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de nouveau d'une carrière de mannequinat, elle faisait beaucoup de sport, et son ambition à ce moment-là, c'était de devenir boxeuse. Elle s'occupait également en solitaire de l'éducation de ses enfants, car elle avait obtenu la garde complète de ses enfants, et Russell, lui, avait le droit de garder les enfants, de les surveiller quand Catherine était, entre guillemets, indisponible, c'est-à-dire qu'elle allait faire ses séances de sport. Le 30 juin 2014, Catherine s'est rendue au Texas pour faire la promotion de quelque chose, et c'est là qu'elle a vu sa sœur Glenda pour la dernière fois. Le 2 juillet 2014, Russell Neal se présente au commissariat pour dire qu'il s'est disputé avec Catherine et que maintenant, elle est morte. C'est très bizarre. C'est quand même assez fou d'aller au poste de police et de faire ce genre de révélation. Donc assez interloqué, la police s'est rendue au domicile de Catherine pour voir ce qu'était la réalité derrière les paroles de Russell. Catherine est retrouvée à son domicile sans vie. Son corps avait été recouvert d'un drap. Elle avait de multiples blessures à la tête et également des blessures qui semblaient avoir été réalisées par une arme tranchante qui se trouvait au niveau du dos et de l'épaule de la victime. Les enquêteurs ont été sûrs
que c'était bien une arme tranchante qui avait été utilisée, car 2 armes de la sorte ont été retrouvées au domicile de Catherine. À la vue de la scène de crime, la police comprend quelque chose assez rapidement. Déjà, ils comprennent que le coupable est celui qui a avoué, c'est-à-dire Russell, sur ça il n'y a pas de mystère. Et d'un autre côté, ils comprennent que Russell avait prémédité son geste, car il a attaqué Catherine là où elle n'avait aucune chance de s'enfuir. Et ce qui est très sordide aussi dans cette histoire, c'est qu'il semblerait que les enfants étaient là au moment où Catherine a été assassinée. Après l'enquête, la police pense que Catherine est décédée non pas au moment où Russell est venu témoigner, la police pense qu'en fait elle est décédée la veille, donc le 1er juillet 2014, et que Russell ne s'est rendu à la police que le lendemain. Voilà ce qui se serait passé. Catherine est rentrée chez elle après son voyage au Texas vers les 5 h du matin. Russell était celui qui gardait les enfants, et les enfants se seraient réveillés quand ils ont entendu leur père, Russell, crier. Les enfants ont vu Russell frapper Catherine, mais avec leur innocence, ils pensaient en fait que Russell donnait une fessée à la mère de famille. Et c'est 45 minutes après le retour de Catherine chez elle que les voisins, eux, ont entendu une forte détonation. Les enfants ont ensuite été traînés par Russell hors de la maison. On a placé le corps de Catherine telle qu'elle était, c'est-à-dire sous une couette, et Russell a continué de faire sa vie avec ses enfants pendant quelques temps après cette atrocité. Catherine ne s'était pas laissée faire, elle avait essayé de se défendre, c'est ce que l'enquête sur son corps a démontré, elle avait des marques défensives, elle avait essayé d'éviter la mort que Russell lui avait préparée, mais elle n'a pas réussi. C'est dans un bain de sang que le corps sans vie de Catherine a été découvert. Un des fils de Catherine et Russell a remarqué que Russell avait du sang, mais comme je vous l'ai dit, c'était des enfants très jeunes, donc ils n'ont pas eu la compréhension des choses, ils pensaient que c'était du ketchup. Russell a dit « Ne dites rien, c'est une petite tâche que je me suis faite, ça va partir ». Russell, lui, n'est pas revenu sur la scène de crime, donc il n'a rien nettoyé. La police a trouvé plein de traces d'ADN appartenant à Catherine, mais également à Russell, et l'enquête est en fait relativement simple. On a la scène de crime, l'arme de crime, on a un suspect qui a avoué, Russell, donc il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit impliqué dans l'affaire. D'ailleurs, on pense que Russell a fait ça, qu'il avait prémédité son geste mais qu'il n'était pas sûr à 100% de le faire, et qu'au moment où, on va dire, il a déclenché son massacre, il ne pouvait plus s'arrêter. Donc, voyant ensuite ce qu'il avait fait, comprenant l'atrocité de la chose, il a décidé de se rendre, et il s'est même préparé à se rendre car il s'est rasé la tête proprement pour avoir une image de lui avant arrestation très clean. La police a remarqué quand Russell s'est rendu qu'il portait une chemise avec un logo où il y avait marqué King, c'est-à-dire roi en anglais, et la police pense qu'en fait Russell ne s'est pas nécessairement rendu parce qu'il s'est rendu compte que la chose qu'il avait réalisée était atroce et horrible, mais plutôt pour la gloire, c'est-à-dire devenir en quelque sorte une célébrité de nouveau, car il avait déjà une petite notoriété vis-à-vis de sa carrière dans les boys bands, et Catherine, qui était très suivie, eh bien sa mort allait forcément faire parler, et donc on aurait automatiquement parlé de son meurtrier, et il pense qu'en fait il aurait gagné de la notoriété avec cette affaire. Vous en conviendrez que c'est un moyen très sordide et très malsain de gagner en popularité. La motivation qui a poussé Russell à commettre cet acte infâme est assez floue. On ne sait pas trop pour quelle raison, à part la gloire, mais une gloire dont il ne pourrait pas profiter, eh bien il a fait ça. On a retrouvé chez Catherine un petit bureau qui était à la disposition de Russell quand elle n'était pas là, où il avait écrit des phrases de personnes célèbres, mais également ses ambitions. Et ses ambitions étaient simples, il voulait devenir milliardaire. Il avait du mal à atteindre cet objectif, et voyant que Catherine, elle, était en train de rebâtir une nouvelle vie, elle avait rencontré un nouvel homme, professionnellement ça se passait bien, eh bien on pense que Russell était jaloux de tout ça, et donc le mobile de son acte serait la jalousie. Et coïncidence, ou peut-être pas, il se trouve que le meurtre commis par Russell ressemble énormément à celui qu'avait commis son frère sur sa propre femme. Est-ce qu'il s'en a inspiré? On ne sait pas. En tout cas, dans la finalité, Russell a été arrêté très facilement car il s'est rendu, il n'y a pas eu vraiment de mystère dans l'affaire, il a été inculpé, et vous savez, avant le procès, on peut être libre sous caution. C'est-à-dire que Russell pouvait vivre sa vie en attendant son procès contre une certaine somme d'argent. Russell a pu payer la fameuse somme, qui était quand même assez élevée, 100 000 $ à peu près, sauf que
Au moment du procès, il ne s'est pas présenté. Il a finalement été réarrêté et plutôt que d'être envoyé en prison, on a défini Russell comme quelqu'un ayant des problèmes mentaux, donc plutôt que d'être envoyé en prison, il a été envoyé en institut spécialisé. Je vous présente Jonathan Foster, un jeune garçon qui de ses 6 à 11 ans a vécu chez sa tante et chez sa grand-mère car sa mère avait des difficultés à effectuer son rôle de mère. L'année de ses 12 ans, le plus grand souhait de Jonathan c'était de pouvoir passer Noël avec sa mère Angela. Un mois avant Noël, sa mère s'est séparée de son petit ami, un homme du nom de David, et elle a emménagé avec son fils, ainsi qu'avec une de ses amies, Sharon. Jonathan était très heureux, et d'ailleurs il a toujours été décrit comme quelqu'un ayant toujours un sourire sur son visage, et son entourage pressentait qu'il allait devenir quelqu'un de bien, qui serait toujours prêt à aider les autres. Le 24 décembre 2010, Angela est partie pour travailler, réaliser son travail de caissière et elle a dit avant de partir à son fils de n'ouvrir la porte à personne, sous aucun prétexte. Son amie Sharon, elle aussi, est partie au travail, laissant le jeune garçon seul. Aux alentours des 14 h, quelqu'un a appelé au travail d'Angela. C'est un collègue qui a répondu car Angela était occupée, le collègue a dit que Angela était indisponible et quand Angela a pris connaissance de l'appel, on lui a dit qu'il y avait une urgence à la maison. Immédiatement, Angela s'est précipitée dans sa voiture et elle est rentrée. Sur le trajet retour, elle a appelé Jonathan sur téléphone fixe, sauf que Jonathan n'a pas répondu. Néanmoins, quelqu'un a bien répondu au téléphone. C'était une femme, et cette mystérieuse femme a demandé si la personne à l'autre bout du fil était la mère du petit Jonathan. Cette mystérieuse femme n'a pas dit un mot, mais Angela l'a entendu parler à Jonathan, demandant si c'était sa mère, question à laquelle le jeune garçon a répondu oui. Après la réponse du petit, la mystérieuse femme a dit à Angela qu'elle était une mauvaise mère, et après cela, elle a raccroché. Quand Angela est arrivée à la maison, Jonathan n'était plus là. Il n'y avait plus personne. Donc inquiète, Angela a contacté son ex David, mais David pensait que Jonathan faisait juste une mauvaise blague. Angela, persuadée que quelque chose n'allait pas, a appelé la police pour déclarer son fils comme disparu. La police s'est rendue au domicile là où a eu lieu la disparition et on leur a raconté cette affaire de la mystérieuse femme qui a répondu au téléphone. Une description a été réalisée du jeune garçon pour qu'on puisse l'identifier. Et c'est quelques jours plus tard, le 27 décembre, que la grand-mère de Jonathan a donné un indice qui pourrait faire avancer l'enquête. Elle a dit qu'il y avait eu plusieurs incidents avec Richard Foster, le père biologique de Jonathan. Plusieurs fois, ce fameux Richard aurait enlevé Jonathan, mais aucune charge n'avait jamais été retenue contre lui. À ce moment-là, la police ne s'inquiète pas plus que ça parce qu'ils se disent que, étant le père biologique du petit, il n'y a rien de mal au fait qu'un père veuille rendre visite à son fils. Finalement, une alerte enlèvement est lancée. Donc la police là s'attelle un peu plus sur l'enquête et on demande à Angela quelles étaient ses relations avec David, qui est l'un des potentiels suspects. Là, tout le monde est un peu suspect. Eh bien, Angela dit que David, lors d'une de ses rencontres avec Jonathan, l'aurait frappé selon ses dires, en tout cas elle le pense, ce qui a ensuite mené à la rupture. David, quand il a été interrogé à ce propos, a totalement démenti ce fait. Et il dit qu'en fait, il a simplement mis un petit coup dans le chapeau de Jonathan quand une jeune fille du voisinage a dit que Jonathan lui avait fait mal. Il qualifie Jonathan de pleurnicheur et il dit que en fait, le jeune garçon a sûrement dit à sa mère qu'il l'avait frappé alors que ce n'était pas du tout le cas. La police trouve que David est un peu bizarre vis-à-vis de cette disparition. Des choses ne collent pas dans son témoignage et David, lui, maintient le fait qu'il est allé voir l'ami d'Angela, Sharon, pour savoir si Jonathan allait bien, pour essayer d'avoir des informations, et que ensuite il est dans un bar, mais qu'il ne voulait pas le dire à la police parce qu'il ne voulait pas montrer en fait qu'il était un peu trop porté sur la boisson. Finalement, David est écarté de la liste des suspects parce que les caméras de vidéosurveillance ont été regardées, celle du bar où il disait se trouver, et effectivement, eh bien, il s'y trouvait au moment où il y a eu l'appel téléphonique. Sharon, donc la colocataire d'Angela, est également interrogée. On lui demande ce qu'elle a fait du coup le jour de la disparition du petit Jonathan, et elle dit qu'elle était au travail toute la journée, et qu'elle a aussi rendu visite à une de ses amies, Mona Nelson. Le soir du 24 décembre, donc le soir de Noël, elle avait prévu d'organiser certaines festivités et elle comptait inviter Mona à ces festivités. Elle devait finir de travailler et ensuite Mona devait la rejoindre à la maison. L'affaire était simple,
Si jamais Mona arrivait avant Sharon, elle devait trouver le petit Jonathan qui était à la maison et dire qu'elle était une amie de tante Sharon et normalement, si tout se passe bien, Jonathan devrait la laisser rentrer. On avance encore un peu dans le temps et le 28 décembre, la police reçoit un appel qui indique que des restes calcinés ont été retrouvés dans une zone industrielle. La police, enquêtant sur toute piste, vont voir sur place et effectivement ils retrouvent des restes calcinés qui ne permettent pas d'identifier à qui appartiennent ces restes. Ils retrouvent également de la ficelle qui semble avoir été utilisée pour lier des poignets ainsi que des chevilles. Il y a sur la poitrine de ce qu'on a retrouvé une ecchymose très profonde, ce qui indique qu'un coup de poing a été donné à cet endroit mais avec une très grande force. Les restes sont analysés par un médecin légiste qui dans un premier temps n'arrive pas à identifier le corps. C'est grâce au dossier dentaire que là on arrive à identifier à qui appartiennent ces restes et malheureusement on découvre que ces restes sont ceux du petit Jonathan. Suite à cette macabre découverte, maintenant on ne recherche plus Jonathan, on recherche qui lui a fait cette atrocité. Sachant que là où il a été retrouvé, il y avait pas mal de caméras de vidéosurveillance, la police les consulte. Et elle remarque qu'à la date du 24 décembre, le jour de la disparition du petit, à 18h06, un camion s'est garé dans la zone industrielle et une silhouette en est sortie. Cette silhouette a retiré ce qui ressemblait à une poubelle du camion. Et cette silhouette agissait d'une manière très étrange. Par exemple, quand une voiture passait sur la route juste à côté de la zone industrielle, la silhouette se cachait. Donc on en est quasiment sûr, dans cette poubelle se trouvait le corps du petit Jonathan, et cette fameuse silhouette qu'on n'arrive pas encore à identifier est la personne qui lui a fait du mal. Bon, maintenant on a une nouvelle piste. La police continue son enquête, celle qu'elle menait avant cette découverte. Ils vont donc interroger la personne qui est rentrée dans cette histoire, Mona Nelson. Elle est interrogée au poste de police, et Mona dit qu'elle est soudeuse de profession, et c'est quelque chose qui interpelle un peu la police, parce qu'il se trouve que Jonathan a été brûlé, et qu'une sorte de chalumeau avait été utilisé pour lui mettre le feu. Et c'est un outil que Mona était habituée à utiliser. En tout cas, elle pouvait en avoir à disposition assez facilement. On lui pose donc des questions sur ce qu'elle a fait le 24 décembre et on lui demande comment s'est passée sa visite quand elle devait en gros aller voir son amie Sharon, faire ce qu'elles avaient prévu. Elle dit qu'elle est arrivée vers 12h30 mais qu'elle est en fait repartie parce que Sharon n'était pas là. Plus tard, elle est allée boire avec un de ses amis, Frank, de 14h à 18h. Et ça, c'est un détail qui interpelle de nouveau la police parce que pour eux, selon l'enquête, Jonathan a été enlevé puis tué entre 14h et 18h. Donc les heures collent. Frank, l'ami, est interrogé et lui va donner une toute autre version de l'histoire. Il dit que Mona a bu toute la journée, mais qu'elle l'a quitté à 14h. La police n'a plus de temps à perdre, donc il confronte de nouveau Mona. Mona, au début, ne dit pas grand chose, mais la police arrive à avoir un mandat de perquisition pour son domicile. Il fouille le domicile et là, il tombe devant les réponses à leurs questions. Oui, Mona est bien celle qui avait enlevé Jonathan, car on a retrouvé un chalumeau qui aurait servi à brûler le petit. On retrouve la même ficelle qui a été retrouvée à côté des restes calcinés. Et on trouve également une preuve irréfutable, un des vêtements du petit. Bien qu'on lui révèle qu'on a trouvé justement toutes les preuves qui vont pas dans son sens, Mona ne coopère pas. Elle dit qu'elle se sent malade et qu'elle a envie de vomir mais du sang. On lui dit qu'une ambulance a été appelée, mais quoi qu'il en soit, elle est arrêtée. Et lors de son arrestation, ce qui est surprenant mais assez révélateur, c'est que Mona ne montre aucune émotion. Quelqu'un qui serait totalement innocent serait sous l'emprise, je pense, de la panique. Elle, pas du tout. C'est le 12 août 2013 que Mona a été jugée. Elle a été déclarée coupable et un mobile a été établi. Et vous allez voir, le mobile pour le meurtre de ce petit garçon, c'est un mobile incroyable. Non pas que ce soit un truc totalement entre guillemets recherché, poussé ou quoi que ce soit. C'est vraiment en fait un mobile de circonstance. Mona en fait avait bu toute la journée. Elle s'est rendue chez son ami pour faire ce qui avait été convenu. Et Jonathan a en fait juste ce que sa mère lui a dit. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas Mona, donc vu que sa mère lui a dit tu ne laisses rentrer personne, bien que Mona ait dit je suis l'ami de ta tante, lui n'a pas voulu la laisser rentrer. Et c'est ça, en fait, qui a causé sa mort. Mona a été très énervée face à cette réaction et elle l'a tué pour ça. Elle aurait attaqué Jonathan et ensuite aurait paniqué. Elle a emmené Jonathan chez elle, l'a enveloppé dans un tapis et a brûlé son corps. C'est ensuite qu'elle l'aurait mis dans une poubelle et l'aurait déposé dans la zone industrielle où les restes ont été retrouvés. Mona Nelson a été reconnue coupable et le tribunal a décidé de sa sanction. Elle a été condamnée à la prison à vie.